petites astuces pour les femmes qui veulent rester au foyer ou celles qui le sont déjà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous donner pas mal de conseils en ce qui concerne le fait d'être des femmes au foyer, donc des femmes qui restent à la maison et qui ne travaillent pas à l'extérieur du domicile, en tout cas qui n'ont pas de travail rémunéré à l'extérieur de leur domicile. Le but de ce podcast est vraiment de vous donner des conseils concrets, mais c'est aussi de vous donner des pistes de réflexion, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément vous mâcher le travail et vous donner quelque chose de déjà tout prêt, tout fait. L'idée est aussi de vous donner des pistes de lecture, de vous donner des pistes pour que vous alliez ensuite vous-même chercher sur YouTube, sur certains comptes Instagram également. Il y a énormément de ressources qui existent déjà, beaucoup en anglais. Donc d'ailleurs, si vous avez des ressources sur ce type de sujet en français, eh bien n'hésitez pas à les partager, il en existe certainement, je vais en parler aussi, mais n'hésitez pas à partager vos bons plans, les comptes que vous suivez, les comptes qui vous inspirent, les chaînes YouTube qui vous ont aidé, qui vous ont donné des conseils concrets lorsque vous en aviez besoin. N'hésitez pas à tout partager en commentaire. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes, celles qui sont déjà au foyer, etc., celles qui pensent à le devenir, celles qui viennent de le devenir et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mais pour moi, en fait, il y a des sujets qui me semblent évidents et en fait, dont je n'ai même pas envie de parler, ou des conseils, en fait, vraiment, je me dis, mais ça sert à rien de leur dire ça, de partager ça sur ma chaîne YouTube. C'est des choses qui sont évidentes. Les gens vont trouver que c'est pas intéressant. Et en fait, je me rends compte, d'après vos commentaires, d'après vos demandes aussi que vous m'envoyez par message sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses où vous me dites, mais merci beaucoup, ça m'a aidé, c'est des choses que je ne savais pas, ça a changé ma vie, ou tiens, ça m'a conforté dans mon choix, ou c'est quelque chose dont j'avais l'intuition mais dont je n'étais pas sûre, et tu m'as aidé à aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc vraiment, je me dis, écoutez, si ça peut aider, je vous partage ça. Et puis même pour celles qui sont mères au foyer peut-être depuis longtemps, eh bien on ne sait jamais, peut-être que vous trouverez quelques bons conseils dans ce podcast. Alors je vais commencer avec des conseils qui viennent d'une chaîne YouTube anglaise, anglophone, qui s'appelle Face in Home. Et je continuerai aussi, je terminerai avec quelques conseils que j'ai trouvés assez... alors je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai juste j'ai vu le titre et j'ai vu le chapitrage. Et donc je vous donnerai juste le chapitrage parce que déjà je trouve que ça donne pas mal de conseils. Et puis si vous voulez, cette vidéo vous intéresse, vous la regarderez en entier. Et en fait le titre c'était... qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon en tant que femme au foyer, que peut-on tirer comme leçon de La petite maison dans la prairie. J'ai trouvé ça super rigolo et je ne sais pas si vous connaissez cette série qui date un peu maintenant, mais effectivement il y a des principes un peu immuables dedans et qui peuvent, même si c'était ni la même époque ni le même contexte qu'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de conseils à prendre aussi dans cette série. Donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout aussi pour les écouter. Alors, premier conseil donc de la chaîne, je prends vraiment, je ne vais pas copier tout ce qu'elle va dire, mais en tout cas, je prends le titre de chacun de ces conseils et après, je développerai un petit peu. Donc, premier conseil de la chaîne Face in Home, apprendre des autres femmes. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais au début. Certaines d'entre vous ont peut-être beaucoup reçu dans leur éducation, peuvent observer leur maman, leur sœur, leurs collègues, leur tante, leur grand-mère, leur entourage, des amis, etc. Certaines d'entre vous trouvent des sources d'inspiration dans leur propre éducation ou ce qu'elles voient dans leur entourage vraiment proche. Et ça, c'est super. Tant mieux pour vous si vous avez pu avoir des bons modèles de femmes au foyer qui, rien que pour l'organisation, le quotidien, etc., ça vous inspire, eh bien, tant mieux. J'allais dire, vous êtes chanceuse. Et si ça n'est pas votre cas, si malheureusement vous n'avez jamais votre maman n'était pas mère au foyer, vous n'avez pas trop, c'est pas un schéma familial que vous avez vu dans votre entourage, vous ne savez pas trop comment ça se passe, comment s'y prendre, comment occuper vos journées ou peu importe, ou comment vous organiser par rapport à tout ce que vous avez à faire, surtout si vous avez des enfants, parce que ça prend encore plus de temps bien sûr, eh bien vous avez, comme je le disais, des réseaux sociaux qui peuvent vous aider à trouver beaucoup d'inspiration, des livres aussi, ça j'en parlerai, il y en a beaucoup sur
dans la bibliographie du blog. Donc vous allez sur femmeapart.com dans l'onglet bibliographie et là vous trouverez des livres, notamment il y a celui d'Oli Pierlot auquel je pense. Il y en a d'autres, faudrait que je me mette devant ma bibliothèque, mais bon, vous verrez, c'est classé par catégorie, sur la maternité, sur l'organisation, etc. Oli Pierlot, le titre de son livre, c'est Manuel de survie d'une mère de famille. Si je pense à d'autres titres, je vous les donnerai au fur et à mesure de ce podcast, mais en tout cas, je sais qu'il y en a d'autres. Et donc, ce que je disais, c'est que n'hésitez pas à suivre des chaînes YouTube. Bon, vous trouverez déjà peut-être quelques conseils dans le podcast que vous êtes en train d'écouter, n'est-ce pas ? Mais il y a également vraiment beaucoup de chaînes qui donnent des astuces hyper concrètes. On y reviendra un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas ce modèle-là dans votre entourage, ne vous découragez pas. N'écoutez pas ce que vous dit votre entourage qui peut-être lui-même essaye de vous décourager, de vous dire que c'est un choix qui est fou, que vous ne devriez pas faire, que c'est archaïque, que ceci, que cela, que vous dépendre de son mari, ce n'est pas bien. N'écoutez pas tout ça et plutôt essayez de vous inspirer de chaînes qui mettent en valeur ce genre de mode de vie. Deuxième conseil, c'est la communication. Bien communiquer, notamment avec son mari. Ce sont des choses importantes. Le fait de savoir, dire un petit peu, déjà, je sais pas, par rapport à votre journée, par rapport à vos préoccupations, par rapport à ce que vous faites, à vos questionnements, à vos ressentis, à ce qui se passe, à ce qui vous a chagriné, vos difficultés de la journée, peu importe. Pareil, votre mari, qu'il puisse aussi communiquer avec vous, ne serait-ce que par rapport à vous et à votre bien-être, j'allais dire, mais communication également par rapport à l'organisation de la maison. C'est un sujet qui est revenu régulièrement d'ailleurs sur mon canal Telegram par rapport à des questions que vous posiez sur l'organisation, sur ce qui se passait à la maison, sur certains points sur lesquels vous aviez du mal ou vous vous sentiez un peu dépassé, et beaucoup des conseils de celles qui ont l'habitude et qui ont un foyer, qui ont un mari, des enfants, beaucoup d'entre vous disaient mais en avez-vous parlé avec votre mari ? Avez-vous demandé de l'aide à votre mari ? Donc c'est une chose peut-être un peu bête, c'est un conseil qui peut paraître un peu basique ou évident, mais je le redis, il y a des personnes pour qui les choses ne sont pas forcément évidentes, ou même quand on est pris un peu dans une certaine spirale, on ne pense pas forcément aux évidences, justement. Donc je tenais à vous redonner ce conseil aujourd'hui. Si vous vous sentez submergé, s'il y a quoi que ce soit, eh bien justement, il faut apprendre à bien communiquer avec son mari. Ça ne veut pas dire que dès qu'il rentre et qu'il passe le pas de la porte, qu'on doit l'assaillir de toutes nos difficultés, de tous nos petits problèmes, etc. Il faut aussi lui laisser le temps de respirer, d'arriver à la maison, d'être bien accueilli, etc. Mais il faut aussi avoir ces moments de communication en couple où on peut parler, je sais pas, de l'éducation des enfants, du budget, de l'organisation de la maison, de comment réussir à vous faire avoir un temps pour vous, pour que vous puissiez aussi vous ressourcer. Et tout ça, c'est des choses que le mari ne va pas forcément deviner. Tant mieux si vous avez un mari qui devine, qui anticipe, qui voit ces choses-là et qui prend soin de vous dans ce sens-là. Mais on doit aussi apprendre, nous les femmes, je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts, mais à être clair, à bien communiquer et à avoir des demandes précises et concrètes. Ça ne veut pas dire que ce sont des caprices qui doivent être exaucés quoi qu'il arrive, mais en tout cas, nous devons apprendre à exprimer clairement nos besoins. Troisième conseil, apprendre à aimer servir les autres. Alors servir est peut-être un mot un peu fort, à être au service peut-être. Ça ne veut pas dire qu'on est le paillasson, la serpillière, la boniche de la maison, pas du tout, mais que nous devons aimer prendre soin de notre famille, prendre soin de notre maison, prendre soin de notre prochain, de nos amis, de nos invités. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend jamais soin de nous, pas du tout, mais vous voyez, apprendre à avoir cette charité, connaître notamment sur la vidéo dont je vous parle, là, dans son extrait, ses conseils, elle parle notamment des langages de l'amour, en disant, savoir s'adapter par rapport au langage de l'amour de ses enfants, de son mari, y faire attention, et c'est aussi une histoire de communication, en somme, mais bon, voilà, un peu plus sur les langages de l'amour, dont j'avais parlé dans d'autres podcasts, donc n'hésitez pas, ou chroniques de livres peut-être, donc n'hésitez pas à vous y référer. Mais c'est apprendre à aimer son rôle de façon plus générale. Je trouve que le rôle de femme au foyer est très dénigré à l'heure actuelle, vous le savez mieux que moi. Et donc il est important de revaloriser ce rôle
pour toutes celles qui le font, alors il y a le site notamment Fabuleuse au foyer qui fait qui fait un grand travail là-dessus, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'y dit, mais en tout cas il y a beaucoup de bonnes choses et la démarche en elle-même est bonne, c'est vraiment de revaloriser ce rôle, d'encourager les femmes, qu'elles puissent aussi s'encourager entre elles, et cette histoire de être vraiment en train de se dire mon rôle en tant que femme au foyer, il faut que j'apprenne ce que c'est et il faut que j'apprenne à aimer cette vocation et cette mission. Si on est toujours en train de subir finalement et de se dire en fait je suis la boniche, je suis traitée comme la boniche et puis moi-même je me vois comme la boniche, la servante de la maison, maintenant il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas et puis vous allez très certainement, péter un plomb au bout d'un moment, puisqu'évidemment, ça n'est pas une situation souhaitable. 4e point, apprendre à s'occuper de sa maison. Ça peut être faire des menus pour la semaine, faire ce qu'on appelle du batch cooking en anglais, c'est-à-dire vous prenez 2 heures pendant votre week-end ou un jour de la semaine pour cuisiner pour toute la semaine, être moins embêté par rapport à ça. Ça peut être avoir une certaine routine de ménage. Vous n'allez pas récurer votre maison de A à Z tous les matins. Donc voilà, apprendre à avoir une routine qui fait que la maison est propre, mais vous n'y passez pas 4 heures par jour non plus. Ça peut être aussi le fait de, je sais pas, faire attention à l'heure à laquelle vous allez vous lever. Enfin, ce sont toutes ces questions d'organisation par rapport à la maison qui parfois. Alors, il y a des femmes pour lesquelles c'est inné, c'est-à-dire qui ont un sens de l'organisation, qui sont carrées, qui savent comment faire les choses un peu de façon intuitive. Et il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué, qui ne savent pas comment s'y prendre, par quel bout commencer, etc. Donc ça, vous trouverez notamment des conseils dans le livre que je mentionnais d'Oli Pierlot. Il y a également des conseils de Marie Kondo dans La magie du rangement. Vous trouverez pas mal de chaînes YouTube justement par rapport à l'organisation de la maison, comment faire le ménage de façon efficace, comment cuisiner de façon efficace aussi. Donc tout ça, c'est vraiment des choses par rapport à la décoration aussi, pour que ce soit vraiment un lieu de vie apprécié de tout le monde et que ça soit vraiment un refuge un peu dans lequel votre famille peut venir se reposer. N'hésitez pas vraiment à lire aussi à ce propos. Il y a le livre d'Olivia de Fournas, Donner une âme à sa maison. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé, je l'avais présenté en chronique d'actualité. Il y a beaucoup de choses dedans par rapport justement à donner une âme à sa maison. Voilà, c'est le titre de son livre, ça veut tout dire. Donc n'hésitez pas à regarder, encore une fois dans la bibliographie du blog, vous trouverez plein de livres à ce sujet. Prochain point, c'est par rapport au budget. Pareil, il y en a pour qui c'est facile, c'est évident, elles ont l'habitude. Il y en a qui ont beaucoup plus de mal. Donc n'hésitez pas à consulter des chaînes YouTube. Alors là, la chaîne YouTube qui me vient à l'esprit, c'est Mûre et Noisette. Je vous en avais déjà parlé. C'est un peu plus par rapport au frugalisme, etc. Je sais qu'il existe des chaînes par rapport vraiment au budget d'une famille, comment faire pour les courses, comment faire pour la cuisine, comment faire pour mettre de côté, même si on n'a pas un grand salaire, un grand budget. Vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Il y a des chaînes YouTube vraiment spécialisées dans ce thème un petit peu financier. Donc, je ne m'y attarde pas trop, mais n'hésitez pas à vous former dessus, tout simplement. C'est pour ça que je dis, c'est un peu à chacune de chercher aussi, parce que chacune en est à un point différent. Il y en a qui ont l'habitude, il y en a qui sont déjà frugales, il y en a qui font déjà beaucoup d'efforts, etc., etc. Donc, à vous de trouver un petit peu les chaînes qui vont ou les comptes sur les réseaux sociaux, ou les livres qui vont vous aider par rapport à cela, mais identifiez vos besoins, j'allais dire. Le podcast que je suis en train de faire, c'est plutôt pour vous donner donc des pistes de réflexion, vous aider à identifier les points sur lesquels vous avez peut-être des lacunes, sur lesquels vous pourriez vous améliorer, et en fait c'est comme ça qu'après vous, voilà, une fois que vous avez ciblé vos besoins, vous pourrez aller chercher et regarder. 6e conseil, apprendre à cuisiner. Alors c'est vrai que pareil, ça peut paraître évident pour certaines, mais finalement la cuisine, alors je vais vous avouer quelque chose, par exemple, pour moi par exemple, je cuisine, je pense bien, entre guillemets, enfin voilà, je me débrouille, je me fais mes petits menus, mes petits plats, après je suis pas très compliquée, ça ne me dérange pas de manger la même chose, par exemple je vais faire une tarte ou une pizza ou je ne sais quoi, je suis toute seule, donc en fait je vais faire une pizza, puis ça va me faire mes repas du soir pour toute la semaine.
Mais vous voyez, je suis toute seule, ça me va, ça me dérange pas de manger la même chose tous les soirs, de manger la même soupe parce qu'on est en hiver, la même salade tous les étés. Voilà, ça ne me dérange pas, j'ai mon petit rythme, je fais par rapport aussi à ce qu'on me donne, des potagers des uns et des autres, etc. Et voilà, pour moi toute seule, en fait, il n'y a pas de problème, je me débrouille, j'ai mon petit rythme, je pense que ça va, j'arrive à justement ne pas gâcher, ne pas gaspiller, économiser, etc., cuisiner de saison, bon, voilà. Par contre, je me dis, mais quand je reçois, parce que j'ai reçu, par exemple, c'est pas tous les jours, mais j'ai reçu il y a pas longtemps chez moi, et c'est vrai que là, oh là là, établir un menu, il faut que ça plaise à tout le monde, que ça soit pas trop compliqué, qu'en même temps ça soit bon, que ça soit quand même un petit peu élaboré, hein, que ça soit pas le truc un peu trop basique. Et puis il faut prévoir les courses en amont. Puis après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais cuisiné parce que j'avais tellement peur qu'on manque de nourriture. Autant pour moi c'est facile, mais quand il y a plusieurs personnes, je ne sais pas. Du coup, évidemment, j'avais cuisiné beaucoup trop. Donc après, il faut pas qu'il y ait de gâchis non plus, que les restes, eh bien, effectivement, ne soient pas gâchés ou jetés à la poubelle. Enfin, il y a toute cette organisation par rapport à ça. Et je me dis, bon bah voilà, moi, je sais que si un jour je me marie, ça va être justement un des points sur lesquels je dois travailler, c'est d'apprendre un peu à gérer les quantités, d'avoir des menus un peu plus variés que ce que je fais à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est des petites choses, mais vous voyez, j'ai identifié, je sais où sont mes lacunes au cas où, voilà, pour plus tard. Et vous voyez, le fait de cuisiner, ça permet de cuisiner soi-même, je veux dire, plutôt que d'acheter tout préparé. Ça permet de faire des économies. Il y a aussi ce plaisir de préparer pour sa famille, pour les autres, etc. De savoir ce qu'on met dans notre assiette aussi. Le fait aussi que la cuisine soit un peu... Alors, il y en a qui vont dire que ça fait perdre aussi du temps, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange. Quand on a des enfants, les enfants viennent aider. Déjà, vous voient cuisiner, comme ça, ils peuvent apprendre un petit peu les bases aussi. Ils peuvent venir échanger avec vous, ou vous cuisinez à deux, vous parlez en même temps, ou ils mettent le couvert pendant que vous cuisinez, ou vice-versa. Enfin, oui, ce que je veux dire, c'est aussi un lieu d'échange pour moi, la cuisine, et le fait de cuisiner aussi, c'est des activités sympathiques à faire tous ensemble, et même le fait ensuite de partager un bon repas. C'est toujours agréable. Donc voilà pour ce 6e point de la cuisine, ce que je pouvais vous dire. Et pareil, il existe tellement de chaînes YouTube avec lesquelles vous pouvez vous améliorer. Et par exemple, vous avez peut-être suivi aussi la progression de Anne Nagas sur sa chaîne Apprendre les bonnes manières, qui, pareil, dans ses vlogs, partageait le fait que au début, vraiment, elle savait pas cuisiner. Et puis en fait, voilà, elle se met dans le bain, elle pose des questions, elle regarde, elle prend les conseils qu'on lui donne en commentaire ou autre, elle suit des recettes. Et puis au début, parfois ça réussit du premier coup, parfois ça ne réussit pas et puis il faut recommencer. Et puis au fur et à mesure, vous voyez, elle a fait de plus en plus de choses. Elle a utilisé des ingrédients qu'elle ne savait pas utiliser ou qu'elle ne connaissait pas. Elle a commencé à se lancer dans ses pizzas faites maison. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. On le suit à travers ses vlogs et c'est ce qu'elle appelle ses meal prep, ses préparations de repas. Eh bien, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de progrès qui sont faits et je trouve ça génial et c'est à la portée vraiment de nous toutes, quoi. Même si on n'est pas cuisinière. Enfin, je dis nous toutes parce que pour le coup, je ne me considère pas du tout comme une cuisinière. Mais voilà, on se lance, on y va. Pourquoi pas avec des amis, si vous avez des amis qui savent cuisiner, qu'elles vous donnent des conseils, ou votre maman, ou vos amis, ou autres, ou si vous avez des frères par exemple qui sont super forts pour faire certains gâteaux, ou certaines recettes, ou pour découper un poulet, ou je sais pas quoi, bien n'hésitez pas à prendre les exemples autour de vous pour progresser. 7e conseil, apprendre à gérer son temps. Notamment quand on a des enfants, c'est vrai que c'est pas évident. Si on veut trouver du temps aussi pour faire un peu de sport, pour prendre du temps pour soi, pour une activité, pour voir une amie, faire de la musique ou autre, ou tout simplement prendre soin de sa maison, c'est vrai que c'est pas évident. Et donc il faut apprendre à gérer son temps, soit se lever un peu plus tôt que les enfants, comme ça on a 1 heure tranquille pour faire un petit peu les choses qui nous demandent de la concentration, pour avoir un temps pour soi. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au mari. Est-ce qu'on peut s'organiser pour que le papa garde les enfants 1 heure le samedi, je dis n'importe quoi, mais 1 heure le samedi pour que la maman puisse aller faire une activité, quelque chose qui lui plaît ou autre. Ça, vous retrouverez ces conseils dans le livre d'Oli Pierlot également. Vous voyez, il y a toute une question d'organisation, de gestion du temps qui s'apprend. Ne pas faire des choses
choses inutiles, faire les choses peut-être plus rapidement, optimiser le temps, les trajets ou autres, par exemple sur le trajet pour aller chercher les enfants à l'école, dire un chapelet, écouter un podcast ou autre. Ça peut être des moments aussi finalement, le trajet il est obligatoire, on est obligé de le faire 2 ou 4 fois par jour, mais finalement si on profite de ce trajet pour appeler une amie, pour écouter une conférence, pour écouter un livre audio, vous voyez, si vous n'avez pas le temps de lire par ailleurs, ça peut être une solution aussi. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, je vous conseille d'essayer d'y penser et de trouver justement des astuces sur peut-être des chaînes YouTube ou dans des livres pour apprendre à gérer votre temps, à l'optimiser, à trouver du temps pour vous aussi, ça c'est vraiment important. 8e conseil, pratiquer l'hospitalité, faire en sorte que les gens se sentent bien chez vous, vraiment. Alors là je vous conseille le livre encore une fois, d'Olivia de Fournas sur donner une âme à sa maison. Elle en parle très bien, elle donne des astuces concrètes, comment recevoir, comment faire en sorte que les gens se sentent bien chez vous quand ils arrivent, etc. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi prendre ces conseils, pourquoi pas, par rapport à votre propre famille, vos enfants, votre mari, que tout le monde se sente bien à la maison. Je m'étale pas plus là-dessus, mais vraiment, je vous conseille ce livre. Encore un conseil, ça serait de partager avec les autres, être sociable, oui c'est ça, parler aux autres, se faire un cercle d'amis, partager vos valeurs, ne pas hésiter à parler de Dieu, de choses comme ça qui vous tiennent à cœur et qui sont vos valeurs en fait, qui sont ce que vous êtes et ce qui vous fait un peu vibrer au quotidien. Il faut aussi partager avec les autres et ne pas être recluse dans sa maison sans avoir de contact, mais vraiment essayer de rayonner tout ce que vous avez, essayer de le faire rayonner autour de vous, ça c'est super important aussi. Je termine ce podcast en vous disant un petit peu les petites astuces à tirer de la vidéo sur la petite maison dans la prairie. Alors elle parle en premier lieu des routines en disant les routines donner un cadre à leur journée. Ça moi j'y crois beaucoup. La routine, donc c'est pas bon dans tous les domaines, mais pour certaines choses, notamment pour le fait de tenir sa maison, l'entretenir, même pour le fait de faire du sport ou autre, avoir des routines c'est très important, même pour la vie spirituelle aussi. Bien sûr, il ne faut pas être que dans la routine, hein. Je le répète, quels que soient les domaines que j'ai mentionnés. Il ne faut pas qu'il y ait que de la routine, mais les routines peuvent donner une base et aider. Donc par exemple, moi en tout cas pour le sport, je sais que ça m'aide le fait de me dire c'est le matin, donc il y a la prière, le jus de citron, le fait de s'habiller et en fait que une des premières choses ça soit de sortir faire du sport. Voilà, moi je sais que c'est une routine qui m'aide parce que comme ça c'est fait, on n'en parle plus, ça me met dans des bonnes dispositions pour la journée, dans une bonne énergie et je sais que le soir j'aurai plus le temps, plus l'envie ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le matin. Pareil pour la vie spirituelle, si vous savez que c'est plus facile pour vous de dire un chapelet le matin ou au contraire c'est plus facile pour vous de le dire après le déjeuner, quand vous avez un petit moment au calme, pendant la sieste des enfants, enfin j'en sais rien, mais vous voyez à chacune de trouver un petit peu ces routines qui vont leur permettre d'être efficaces quel que soit le domaine, l'organisation de la maison, si vous savez que c'est plus facile pour vous tous les matins je dis n'importe quoi, chaque matin vous faites une pièce différente à fond au niveau du ménage, ou tous les matins c'est le moment où vous lancez une lessive ou peu importe. Oui, il y en a qui préféreront le soir, qui préféreront étendre leur linge le soir quand c'est calme, Bon, voilà, chacune, mais en tout cas, trouver des routines qui vont vous permettre d'être plus efficace, limite de ne pas réfléchir et que tout roule assez facilement, tout en laissant de la place pour la flexibilité, bien sûr. Deuxième conseil, donc elle dit qu'apparemment le travail domestique, justement, a été fait le matin, enfin, a été fait en premier. Le fait que tout soit propre était la priorité. Le fait je suis en train de traduire en anglais directement, donc j'espère que je traduis, enfin bref, je traduis un peu mot pour mot, donc j'espère que c'est assez français ce que je dis. Le fait qu'elles portent des tabliers pour protéger leurs vêtements, ça c'est quelque chose que je ne fais pas et que si ma maman m'entend, elle va pas être contente. Mais bon, déjà pour cuisiner, mettez un tablier pour cuisiner. Mais j'avoue, on voit souvent autrefois, alors en Pologne par exemple, ça se fait encore beaucoup. On voit beaucoup quasiment toutes les personnes âgées, enfin ou d'un certain âge en tout cas, portent un tablier quasiment toute la journée sur elles en fait, notamment
notamment dans les campagnes. Ça se voit peut-être encore un petit peu en France aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd. Alors je pense que beaucoup de personnes pour cuisiner mettent un tablier, mais aussi pensez-y quand vous faites votre ménage ou des travaux peut-être un petit peu salissants dans la maison. N'hésitez pas quand vous êtes en train de faire vos tâches domestiques, entre guillemets, à mettre un tablier. Comme ça vous évite de vous changer 10 fois par jour ou d'être sale. Voilà, le tablier va vous protéger et protéger vos vêtements. Et ça, c'est vrai que je trouve ça super sympa et très féminin. Il y a beaucoup de tabliers super féminins que vous pouvez trouver sur Internet et qui seront jolis, quoi. Enfin, certes, ça cache un peu vos habits, mais qui seront quand même jolis. Et vous verrez, c'est pratique et bon, voilà, c'est joli aussi, je trouve. De quoi parle-t-elle donc? Ah oui, que le travail vient avant le plaisir. Ça, c'est tout à fait vrai. Oui, faire face aux difficultés avec persévérance. Autre chose, ils appréciaient les petites choses, c'est-à-dire ils savaient trouver du plaisir et de la joie même dans les petites choses de la vie, etc. Savoir se réjouir des petites victoires, je sais pas, d'une fleur dans votre jardin, d'une bonne petite infusion au coin du feu. Enfin, voilà, pas besoin de grandes choses dans la vie aussi pour se réjouir et être heureux. Toujours avoir l'air présentable. Ça rejoint un peu le point sur le tablier. Mais c'est vrai que quand vous avez un tablier finalement et que vous êtes... que vous restez assez propre sur vous, sauf à la limite le tablier qui est sale, eh bien je ne sais pas s'il y a par exemple quelqu'un qui débarque à l'improviste chez vous, vous enlevez votre tablier, vous lavez les mains, et en fait si vous avez une coiffure qui est par exemple qui est pratique, qui ne va pas tomber partout, ou je sais pas si vous faites la poussière, l'aspirateur ou autre, qui ne va pas vous déranger ou se défaire, hein, par exemple, eh bien si vous avez une coiffure qui est bien faite, si vous avez une petite paire, je sais pas, de boucles d'oreilles ou autre, enfin que vous êtes propre sur vous, que vous avez une jolie robe et qu'à la limite si vous vous salissez, c'est surtout vos mains, quoique vous pouvez aussi porter des gants, mais bon à la limite vos mains et votre tablier, bah, si quelqu'un débarque, hop, vous enlevez votre tablier, vous lavez les mains et voilà, vous êtes présentable, vous êtes déjà jolie, ou quand votre mari rentre le soir, voilà, il n'arrive pas en voyant, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, on n'est pas obligé d'être en robe de soirée, en vernis à ongles avec des ongles qui mesurent 1 mètre de long, en talons et je ne sais pas quoi, hein. C'est pas du tout ça l'histoire d'être présentable ou de faire plaisir à son mari quand il rentre. C'est vraiment être propre sur soi, être jolie, être féminine, et ça passe par des toutes petites choses sans avoir besoin d'être complètement voyez, en robe de soirée, quoi. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre? Être fier de son travail. Ça c'est vrai, de ce que vous faites aussi de façon plus générale à la maison et de ne pas, c'est un peu ce que je disais en introduction, hein, ne pas vous laisser non plus avoir par ce lavage de cerveau qu'on a à l'heure actuelle sur les mères au foyer ou les femmes au foyer, mais vraiment être fier de ce que vous faites et c'est génial, quoi. Donc pas besoin d'avoir honte ou de se cacher, de se dire bah oui, je dépends de mon mari, bah oui, j'en profite ou je ne sais quoi. N'écoutez pas, ce que vous faites est important et super. Ah oui, que si on est une bonne maîtresse de maison, bah en fait la maison devient un refuge, devient un endroit où on se sent bien et où on se sent en sécurité. Avoir une bonne attitude envers le fait d'être mère au foyer, justement. Alors ça m'intrigue un petit peu, j'irai peut-être écouter ce passage de la vidéo. Il ne mesurait jamais quand il prenait jamais il faisait pas les pesées, etc. quand il cuisinait. Alors je sais pas si c'est sur une histoire peut-être que elle va parler de la générosité ou du fait justement de cuisiner toujours un peu plus au cas où quelqu'un se présente à l'improviste ou qui est toujours assez ou alors qu'il en reste pour le lendemain. Je ne sais pas trop pourquoi elle parle de ça, mais en tout cas ça m'intrigue. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo comme ça si vous voulez la regarder aussi. Ils monétisaient ce qu'ils faisaient maison. C'est vrai que par exemple je sais que de mémoire dans la petite maison dans la prairie, il me semble qu'ils vendaient leurs œufs, elles faisaient du tricot je crois, de la couture, etc. Peut-être d'autres choses auxquelles je pense plus, ça fait je sais pas 20 ans, enfin peut-être pas 20 ans, mais 15 ans que j'ai pas regardé la petite maison dans la prairie. Donc je ne sais plus, peut-être complétez en commentaire si vous vous souvenez mieux de cette série que moi. Mais je crois qu'il y avait des histoires de couture et les œufs, je crois. C'est les deux choses dont je me souviens. Effectivement, ils monétisaient ça, alors pourquoi pas, hein, si vous avez aussi
un potager, des poules, pas forcément monétiser, mais ça peut être de faire du troc aussi. Ça permet de, vous voyez, moi je sais que mon frère a des poules et moi j'en ai pas, et je vais avoir un potager et lui il en a pas. Enfin voilà, je sais qu'on pourra faire des échanges comme ça l'été prochain. Enfin vous voyez, il y a toujours moyen de soit de faire du troc, soit de vendre ce que vous faites. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais quand on est mère au foyer, voilà, on peut aussi faire des petites choses manuelles et les vendre pour avoir un complément de salaire, c'est toujours possible. Donc ça rejoint ce qui est dit là. Et dernière leçon, on va dire, qu'elle tire apparemment de la petite maison dans la prairie, c'est les mauvaises attitudes ruinent l'atmosphère de la maison. Et voilà, je pense que tout est dit dans cette phrase. Donc à nous aussi d'instaurer une bonne vibration, de good vibes, une bonne atmosphère, un bon état d'esprit, etc. dans notre maison, afin que tout le monde soit heureux. Et bien sûr, le bonheur ne doit pas dépendre que de nous dans cette maison, entendons-nous bien. Mais il dépend aussi de vous. Donc faites attention à votre propre bonheur, j'allais dire, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais savoir prendre du temps pour soi, savoir bien communiquer sur ses besoins, bien s'organiser pour pouvoir ne pas être toujours dans cette espèce de course folle, et pouvoir aussi faire les choses paisiblement. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à compléter en commentaire avec vos conseils ou les chaînes YouTube que vous connaissez éventuellement, surtout francophones. Et j'espère que ces conseils auront pu vous être utiles en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.